L'hébreu est-il une langue sioniste? Voilà une question stupide. On pourrait penser, par exemple, est-ce que le français est une langue jacobine? Est-ce que l'anglais est une langue victorienne? Est-ce que le russe est une langue bolchevique ou poutiniste? Est-ce que, ça devient plus intéressant, est-ce que l'italien est une langue risorgimentale? Ça devient beaucoup plus pertinent parce qu'il y a des affinités profondes et des analogies entre le risorgimento italien et le sionisme. OK, donc je commence par deux sources intéressantes. L'une, pas tellement bonne, de Ron Kuzar, qui s'appelle Hebrew and Zionism, and Discourse Analytic Cultural Study. C'est intéressant, mais très marqué par cette discipline parasitaire qui s'appelle Discourse Analysis, analyse du discours. Et surtout, c'est très, comment dire, déjà post-sioniste en 2001. En revanche, je vous recommande beaucoup le Benjamin Harshav, Language in Time of Revolution. Excellent. Et après avoir présenté vaguement des sources, je voudrais entrer dans le vif du sujet. Pour aborder la question de savoir si l'hébreu est une langue sioniste, je vais procéder à une véritable transgression qu'on appelle en grec antanaklasis. Je vais renverser la proposition et je ne vais pas poser la question de savoir si l'hébreu est une langue sioniste, mais si le sionisme parle hébreu. Et c'est vrai qu'il parle plutôt hébreu, même si on peut être sioniste sans connaître un mot d'hébreu, ou en connaissant peut-être une dizaine de mots d'hébreu, comme Theodor Herzl, qui avait un hébreu tout à fait ridicule. Il se trouve qu'à un certain moment dans l'histoire du sionisme, le sionisme politique assez théorique de Theodor Herzl, qui avait voulu en fait projeter un État comme une tabula rasa, Judenstaat, Medinat Yehudim, l'État juif, eh bien, ce sionisme très théorique, pas hébraïsant, a été supplanté par les continuateurs de la Chibat Zion, des Chovevet Zion, qui, après la mort de Herzl en 1904, ont pris en quelque sorte le leadership du mouvement sioniste. Or, ces juifs, en majorité juifs russes, avaient un rapport particulier avec l'hébreu, puisque c'est en Russie que la Haskalah, fondée à Berlin vers 1780, avait connu son véritable essor. Et les juifs de Russie, n'ayant pas vraiment accès à la langue russe, ils parlaient plutôt mal russe, à l'exception de quelques privilégiés, se sont rabattus sur l'hébreu comme la langue de la culture à une époque où ils étaient en quelque sorte relégués, non pas seulement géographiquement dans la zone de résidence, mais aussi socialement. Donc l'hébreu comme consolation de leur état de sujet de seconde zone du méchant tsar, des méchants tsars. Et donc, pour bien apprécier le rapport profond entre le sionisme et l'hébreu, tout en reconnaissant évidemment qu'on peut être sioniste dans d'autres langues, et je vais essayer d'utiliser trois mots-clés. J'ai essayé de simplifier au maximum parce que je sais que j'avais seulement 12 minutes. Les trois mots-clés sont les suivants, retenez-les bien. Un, Haskalah, je viens d'en parler. Je préciserai de quoi il s'agit de façon plus détaillée dans le cadre du judaïsme russe du 19e siècle. 2, verbalisation. 3, nativisation. Pour bien apprécier les trois jalons qui vont nous permettre de comprendre comment l'hébreu et le sionisme ont partie liée, comment la résurrection nationale, Tkuma Leomit, a partie liée avec Triyat Alashon, la résurrection de la langue. Donc, la Haskalah est un moment historique très important parce que s'il n'y avait pas eu la Haskalah, il n'y aurait pas eu le sionisme. La Haskalah, c'est le moment où, en hébreu, parfois en allemand, à Berlin, mais en Russie, c'était plutôt en hébreu, on essaie de moderniser l'horizon cognitif, culturel et des Juifs d'Europe orientale, essentiellement Russie, Pologne russe. La Haskalah permet en fait d'ouvrir les Juifs à la modernité, moyennant un processus intense de traduction de textes, soit scientifiques, soit pseudo-scientifiques, soit de vulgarisation, soit de bonne littérature, Balzac, Dickens et autres auteurs européens, en hébreu. Pour traduire ces textes modernes en hébreu, il a fallu faire violence à la langue hébraïque et la rénover, et surtout la laïciser. L'hébreu cesse d'être
Leshon HaKodesh, langue de sainteté, et elle devient, pour reprendre l'expression de la Haskalah, Sfat Aever, la langue de Aever. Vous vous rappelez de Aever, qui est un des descendants de Noé, et Aever, c'est en fait celui qui est à l'origine du mot Ivri, hébreu. Donc, cette modernisation due à la Haskalah a été essentielle parce que c'est grâce à la Haskalah que les Juifs d'Europe orientale et les Juifs du monde ont peu à peu pris conscience du fait qu'ils n'étaient pas seulement une communauté religieuse, mais un peuple, une nation capable de rénovation. Et qui dit rénovation dit, en fin de compte, aspiration à une résurrection nationale dans un cadre éventuellement de récupération de la souveraineté perdue. Évidemment, récupération de la langue qui avait cessé d'être une langue vernaculaire, une langue parlée, pour être seulement une langue véhiculaire et une langue de culture. La Haskalah a changé ces choses. Je reste dans la Haskalah. En 1853, un obscur instituteur de Kovno, Kaunas, Avraham Mapu, publie le premier roman en hébreu. Ahavat Sion, l'amour de Sion, un livre qui raconte une histoire d'amour qui se passe à l'époque d'Isaïe et du roi Ézéchias, 8e siècle avant l'ère vulgaire. Ce livre a été une révolution dans tout le monde juif, pas seulement pour les juifs russes amateurs d'hébreu, mais aussi dans tout le monde juif. Par exemple, dès 1889, c'est-à-dire environ 36 ans après la parution de Ahavat Sion à Vilno, écrit par Mapu. Ce livre a été traduit en judéo-arabe tunisien par un certain Masoud Marek, et le livre en arabe s'appelle Hikayat al-Watan wa al-Hub. Hikayat al-Watan wa al-Hub, l'histoire de la nation et de l'amour. C'est-à-dire que ce Masoud Marek a très bien vu que ce livre ne parlait pas seulement d'une histoire d'amour entre deux tourtereaux à l'époque d'Isaïe. Il a compris que ce livre était en puissance le noyau d'une régénération nationale. Et c'est tout à fait illustratif et emblématique que le mouvement proto-sioniste des Roveve Tzion, Ribat Tzion, l'amour de Sion, n'est autre qu'une traduction de Ahavat Tzion, amour de Sion, en hébreu mishnaïque. Donc vous avez ici toutes les conditions qui sont nécessaires pour le deuxième stade, qui est celui de la verbalisation. La verbalisation, c'est quand des Juifs à Odessa, par exemple, ou bien à Varsovie, ou bien à Vilna, ces trois grandes villes de l'horizon culturel juif d'Europe orientale, décident de façon sporadique et spontanée, parfois, d'apprendre par cœur des pages entières des livres qu'ils lisent et de jouer l'hébreu. De le jouer comme si l'hébreu était une langue encore parlée. Et celui qui a poussé ce jeu évidemment le plus loin, c'est Eliezer Ben Yehuda, auquel est consacrée une grande partie de ce livre de Hebrew and Zionism, plutôt dans une optique de démythisation, démythologisation. Mais il fallait le faire quand même, de se mettre à parler comme un livre, de faire ce qu'on fait quand on va au théâtre, n'est-ce pas? Quand un acteur récite Racine ou Molière, il sort le livre de sa lettre et il le verbalise sur scène. Eh bien, il s'est produit au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, entre Odessa, Jaffa et Jérusalem, une action de verbalisation du texte. Les gens ont décidé de jouer sur une scène virtuelle un scénario qui part d'une hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait si l'hébreu devenait une langue véritablement parlée? Sauf que l'un des acteurs de cette scène virtuelle, Eliezer Ben Yehuda, a pris ça très au sérieux et c'est là qu'il a préparé la troisième phase, qui est la phase de la nativisation. On raconte, et c'est sans doute vrai, que son fils, Ben Sion Ben Yehuda, le futur Itamar Ben Avi, a été éduqué dès sa prime enfance en hébreu, que sa langue maternelle est l'hébreu. Autrement dit, ce Ben Sion Ben Yehuda est le premier enfant hébreu, juif, devenu hébreu, redevenu hébreu. On dit que le dernier locuteur d'hébreu langue maternelle est mort à l'époque de la répression de la rébellion de Bar Korva vers 135. Vous voyez, de 135 à 1881, il s'est passé beaucoup de siècles
Et donc, la phase de verbalisation a donné lieu à un enracinement de l'hébreu dans la conscience de jeunes enfants. Évidemment, ce processus qui ne touchait qu'un seul enfant en 1881 s'est étendu à toute la génération des enfants nés en Palestine ottomane entre 1904 et 1914. Ce qu'on n'appelait pas encore les sabras, mais les hétroglymes. On appelait à l'époque les enfants nés en Eretz Israël hétroglymes. Et donc, les hétroglymes de la deuxième Aliyah, entre 1904 et 1914, ont été éduqués directement en hébreu par des puéricultrices dont l'hébreu n'était pas la langue maternelle. Ce qui explique un peu l'écart entre le projet rêvé de Ben Yehuda et sa réalisation parfois un peu bancale. Parce que quand une femme dont l'hébreu n'est pas la langue maternelle insille et comment dire, inculque l'hébreu en tant que langue maternelle à un enfant de 6 mois ou 1 an, eh bien, il y a toujours un petit décalage. Je passe maintenant à une palinodie. Vous avez compris que j'ai réussi à traiter ce sujet en faisant l'antanaclase et de dire l'hébreu est-il une langue sioniste? Le sionisme est-il lié à l'hébreu? Oui, bien sûr qu'il est lié, mais pas toujours. Avant l'hébreu des Hébreux, un hébreu, c'est quelqu'un qui parle hébreu, n'est-ce pas? Avant l'hébreu des Hébreux, vous avez remarqué d'ailleurs qu'on dit littérature hébraïque et pas littérature israélienne. Ce serait faux de dire littérature israélienne. Avant l'hébreu des Hébreux, il y avait l'hébreu en tant que Leshon HaKodesh, Loshen Kodesh, la langue de la sainteté, la langue de la culture religieuse, la langue du Beit HaMidrash. Et dans cette période qui précède, on ne peut pas dire que l'hébreu soit spécialement sioniste. Et plusieurs représentants du judaïsme le plus rigoriste ont pu, par exemple, écrire des affiches dans les quartiers ultra-orthodoxes de Géoula ou de Mea Shearim, où c'était écrit « Asur ledaber bilshon hakodesh ». Il est interdit de parler dans la langue de sainteté. L'ironie du sort, c'est que cela est écrit en hébreu. Mais ce n'est pas du tout une contradiction, c'est parce que la logique est une logique de l'Eshon HaKodesh. Il est tout à fait légitime d'écrire dans l'Eshon HaKodesh, d'étudier dans l'Eshon HaKodesh, de parler dans un cours de Gemara en l'Eshon HaKodesh, mais ce n'est pas fait pour des usages profanes. Autrement dit, les gens de ce monde ultra-orthodoxe se situent en deçà de la Haskalah. D'ailleurs, ils détestaient les masculimes. Et puis, il y a aussi un après. Un après, un faussement après, parce que, en fait, les événements d'il y a 2 ans nous ont prouvé que le post-sionisme est mort. Il n'y a pas de post-sionisme. On a cru pendant un temps qu'il y avait un post-sionisme, et là, je dois faire intervenir 2 autres catégories. Dans l'histoire du sionisme, il y a 2 tendances. La tendance très fortement incarnée par Herzl, qui est le désir de normalisation du destin et de l'histoire juive. Goy kechol goy. Am Israël, goy kechol goy. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal serait que les Juifs deviennent une nation aussi anodine que les Danois ou les Uruguayens. Peuple dont on n'entend guère parler et qui n'excite ni la haine ni l'amour. Ça, c'était un peu le projet de Herzl. Même si, dans le Judenstaat, il y a des passages qui montrent qu'il vise quand même, grâce à cette création d'un État tabula rasa de toutes pièces, un peu comme la République de Platon, il vise quand même à ce que ce soit un État réussi, qu'il n'est pas encore embarrassé, il ne serait pas embarrassé par les pesanteurs du passé. Mais, donc, mis à part ces tentations exceptionnalistes ou exemplariste de Herzl, son but, comme celui de beaucoup d'Israéliens plutôt laïcs, est de revenir à un destin sans histoire en tant que nation comme les autres. C'est ce qu'on appelle la normalisation ou l'aspiration à la normalité. Le Ben Gurion, déjà, avait une autre conception du sionisme quand il dit, par exemple, que Israël hors la goïm. Israël, c'est la lumière pour les nations. En paraphrasant un verset de Zacharia, le poète Zacharie. Venataticha or la goïm. Donc c'est un peu une transformation, Nataticha or la goïm. Venataticha or goïm. Venataticha or goïm qui devient or la goïm. Dans une perspective exceptionnaliste, déjà exprimée par le laïc Ben Gurion, mais un mystique laïcisé, il y a
l'idée, si vous voulez, qu'il y a un lien spécial entre, oui, tout de suite, entre, entre la langue hébraïque rénovée et la nation rénovée, entre Tkouma Léomite et Triat Alashon, sauf que la normalité semble l'avoir emporté statistiquement et quantitativement, mais que vaut la quantité? Nous parlons de qualité. Mais disons qu'apparemment, si on circule dans Israël aujourd'hui, pas à Jérusalem, mais dans Israël, on a l'impression que le pays aspire à une certaine normalité et surtout à une certaine banalité. Il y a en Israël, dans ces petites villes qui se ressemblent toutes, Petah Tikva, Kfar Saba, Rehovot, Rishon, toutes ces villes se ressemblent terriblement. Il y a un sentiment d'une certaine banalité. Et dans cet univers qui aspire à la normalité au point de flirter avec la banalité, on peut employer l'hébreu même pour démonter les principes et la légitimité de l'État juif. C'est ce que fait souvent l'élite intellectuelle de la minorité arabe d'Israël. J'ai souvent lu des textes écrits en hébreu parfait qui essaient de démonter de façon très sagace, parce que ce sont des gens qui connaissent de l'intérieur le système israélien et qui savent s'exprimer en hébreu souvent mieux que ne le font les Israéliens juifs. C.F. Ahmad Tibi, qui a un hébreu à faire rougir un académicien de la langue hébraïque, eh bien, ces intellectuels arabes utilisent l'hébreu pour déconstruire le sionisme et pour, en fait, aspirer à cet idéal de Medina shel kol ezrachea, l'État de tous ses habitants, de tous ses citoyens, qu'ils soient arabes, druzes, juifs, tcherkesses ou autres. Et donc, ici, il y aurait comme le pendant de cette pré-collusion entre hébreu et sionisme dans une optique de normalité asioniste ou post-sioniste ou même antisioniste chez les plus virulents des Arabes d'Israël, et l'hébreu peut être utilisé pour cracher sur l'État. Donc, évidemment, cela donne parfois des créatures étranges, comme par exemple Saed Kashoua, qui a écrit en un hébreu très vigorif, réjuvénatoire, ce qui passe dans la tête d'un arabe israélien plongé dans la Sodome et Gomorrhe tel-avivienne, ou bien Émile Habibi qui a écrit certaines de ses œuvres en hébreu. Donc, mais bon, Saïd Kashoua, c'est un peu un cas particulier. Émile Habibi aujourd'hui est en Amérique, donc vous voyez,